Elle avait sauvé un Comanche blessé d'une mort certaine. Le lendemain, ses guerriers encerclaient sa maison. Le soleil du Nouveau-Mexique cognait comme un jugement divin sur la poussière, transformant chaque bouffée d'air de Claramaki en une bouchée de sable. Le ciel était une plaque d'un blanc si éclatant qu'il lui arrachait des larmes, mais elle ne s'arrêtait pas. Le seau qu'elle portait à la hanche, presque vide, ballottait au rythme de ses pas. Elle avait marché plus d'1 kilomètre pour atteindre le ruisseau à moitié asséché. L'eau était devenue sa seconde religion, une chose qui se mérite, jamais un don. Elle était à mi-chemin de sa cabane quand elle le vit. D'abord, elle crut à une autre carcasse, un coyote peut-être, ou quelque chose que les vautours n'avaient pas encore nettoyé. Puis elle distingua le soulèvement d'une poitrine, un souffle rauque et court. Ses pas se firent plus lents. Son cœur fit un bond dans sa cage thoracique. Il était jeune, à peine un homme, la peau couleur de vieux cuivre, les cheveux noirs collés à son visage par le sang et la terre. Un tronçon de flèche sortait de sa cuisse, brisé net à la base. Sa chemise était déchirée, révélant le muscle et l'os. Ses lèvres étaient fendillées, ses yeux clos. Le sang avait imbibé la poussière autour de lui, une tache sombre qui séchait déjà. La voix de son père résonna, venue d'un souvenir qu'elle avait enfoui profondément. Si tu en vois un seul, ma fille, c'est un appât. Les autres ne sont jamais loin. Mais ses pieds refusèrent de bouger. Elle s'accroupit lentement, agrippant son seau d'une main et posant l'autre sur le cou de l'homme. Un pouls, faible, mais présent. Le gémissement qu'il laissa échapper quand elle déplaça sa tête était un son ténu. Animal, pas dangereux, juste vivant. Elle puisa dans le seau et laissa quelques gouttes d'eau couler sur ses lèvres. Il tressaillit, puis déglutit. Ses paupières se battirent. Il murmura quelque chose, ni en anglais, ni en espagnol. Du Comanche peut-être. Une prière ou une malédiction. C'est alors que les chevaux arrivèrent. Le martèlement des sabots se rapprocha rapidement derrière elle. 6 cavaliers, le visage à moitié couvert par des bandanas, des fusils en bandoulière. La poussière et la sueur collaient à leurs manteaux. Tucker menait le groupe, un homme avec une voix pareille à du charbon qu'on racle sur du métal, et un tempérament aussi mauvais que celui d'un crotale. Mademoiselle Maquis, lança-t-il d'une voix traînante en tirant sur ses rênes. Ses yeux glissèrent vers l'homme à ses pieds. Tiens, tiens, quelle surprise! Clara se releva lentement, le corps tendu. Il est en train de mourir. C'est un Comanche, répliqua sèchement Tucker. Il a tué 2 de nos hommes près de Dry Creek. Tiré dans le dos, ce salaud s'est enfui en abandonnant ses frères. Elle ne bougea pas. Un des hommes éclata de rire. Laisse-la le sauver, il l'égorgera avant le coucher du soleil. Tucker se pencha sur sa selle, le visage dur. Si vous l'aidez, Clara, vous êtes une traîtresse. Autant vous peindre le visage en rouge et prendre un tomahawk. La mâchoire de Clara se crispa. Il se vide de son sang. Alors laissez-le faire. Tucker déplaça son fusil. À moins que vous ne vouliez qu'on l'achève pour vous. Elle le foudroya du regard. Levez encore ce fusil sur ma terre, Tucker, et je vous jure devant Dieu que je vous enterre à côté de lui. Le silence qui suivit était tendu et cassant. Un des plus jeunes marmonna. Ça n'en vaut pas la peine. Tucker cracha dans la poussière. Vous avez toujours été une idiote à défendre les causes perdues.
Puis il fit volte-face et partit au galop. Les autres suivirent. Clara attendit que leur nuage de poussière se soit dissipé. Ce n'est qu'alors qu'elle retomba à genoux près du jeune homme. « Tu as intérêt à en valoir la peine, » murmura-t-elle en détachant le foulard de son cou pour l'enrouler autour de sa jambe. Ses mains tremblaient, sa respiration était rapide. Mais elle travaillait comme une femme qui n'a pas le choix. La flèche devait rester en place pour l'instant. Elle avait appris ça quand son mari était revenu avec une flèche dans l'épaule. Il était mort quand même. Pas de la blessure, mais de l'infection. « Maudit sois-tu, » chuchota-t-elle en le hissant sur son épaule. « Tu es plus lourd que tu n'en as l'air. » Chaque pas vers la maison fut une agonie. Son dos hurlait, ses bras tremblaient, ses jambes fléchirent plus d'une fois, mais elle continua d'avancer, pas après pas, jusqu'à ce que sa cabane apparaisse, un abri trapu et brûlé par le soleil qui avait survécu à son mariage et à son espoir. À l'intérieur, elle écarta le tapis d'un coup de pied et ouvrit la trappe de la cave. L'air frais monta à sa rencontre comme un soupir. « Je le regretterai, » marmonna-t-elle en le faisant descendre doucement dans l'obscurité. « Mais pas aujourd'hui. » Elle lui lança une couverture, une boîte d'onguents et une gourde avant de refermer la trappe. Ce n'est qu'une fois le verrou tiré que ses genoux cédèrent. Elle s'adossa au mur, les poumons en feu, les doigts écorchés par le sang et les échardes. Dehors, le vent soulevait la poussière dans la cour. À l'intérieur, Clara Maki fixait la porte, son fusil sur les genoux, et chuchota pour elle-même. « J'espère que tu vivras, Comanche, parce que je viens de parier tout ce que j'ai sur un homme que je ne connais même pas. » La cave était sombre et fraîche. Elle sentait la terre et les oignons, ce genre d'odeur qui s'accroche aux racines et aux secrets. Clara alluma une petite lampe à huile et la posa sur le sol à côté du lit de camp qu'elle avait descendu plus tôt. Le Comanche gisait immobile, à l'exception du soulèvement léger de sa poitrine. Sa peau luisait de sueur, striée de terre et de sang séché. La flèche sortait toujours de sa cuisse, la plaie rouge et enflammée. Clara s'agenouilla près de lui, les mains tremblantes malgré elle. Elle avait fait bouillir de l'eau, descendu des chiffons propres, du whisky pour désinfecter et du fil qu'elle n'avait pas utilisé depuis la dernière fois qu'elle avait tenté de recoudre quelque chose qui refusait de tenir. Il ne bougea pas, tandis qu'elle découpait le tissu autour de la blessure. Ce n'est que lorsqu'elle versa du whisky sur la chair déchirée qu'il laissa échapper un grognement sourd, un son entre la douleur et l'avertissement. Ses yeux s'ouvrirent en vacillant, sombres et sans focus, et elle y vit une lueur sauvage, cette lueur animale, de celui qui a été traqué trop longtemps. « Tout va bien, » dit-elle doucement, sans savoir qui elle essayait de convaincre. « Tu es en sécurité pour l'instant. » Il ne répondit pas, ne scia même pas. Elle serra les dents et se remit au travail. Elle ne pouvait pas encore retirer la flèche. Il saignerait trop. Alors elle nettoya autour, pansa la plaie et la banda aussi serrée qu'elle l'osa. Ses mains bougeaient avec une dextérité maladroite, guidée plus par le souvenir que par la compétence. Quand ce fut terminé, elle essuya la sueur de son front et se laissa retomber sur ses talons, le souffle court. « Tu vas parler ?» demanda-t-elle, sans attendre de réponse. « Ou juste me fixer, comme si j'étais en tort ?» Le regard de l'homme ne changea pas, toujours méfiant, toujours aux aguets. « Pas besoin de me remercier, » marmonna-t-elle. « Tâche juste de ne pas me tuer quand tu pourras te tenir debout. » Cette nuit-là, elle dormit près de la trappe, le fusil à portée de main. Elle se disait que c'était par précaution.
Elle se disait qu'elle ne lui faisait pas confiance, et c'était encore à peu près vrai. Mais quand elle se réveilla vers minuit, la cave était silencieuse, à l'exception d'un murmure. Un seul mot, répété d'une voix sèche et craquelée comme du vieux papier. Nokomi? Pourquoi? Elle s'assit, tendant l'oreille. La voix reprit, douce et basse. Nokomi? Quand? Elle ne savait pas ce que cela signifiait, ni en anglais, ni en espagnol. Mais il y avait quelque chose dans ce mot, dans la façon dont il le prononçait, qui ralentit les battements de son cœur. Une prière peut-être, un nom, un souvenir. Elle se rallongea et fixa le plafond, les yeux grands ouverts, jusqu'à ce que le sommeil finisse par la prendre. Au matin, la fièvre était tombée. Elle descendit avec une tasse de bouillon et le trouva éveillé. Ses yeux étaient plus clairs. Il suivait ses mouvements. Il n'essaya pas de se lever. Il ne parla pas. Mais quand elle lui tendit la tasse, ses doigts effleurèrent les siens, et pour la première fois, il soutint son regard sans méfiance. Il but lentement. Quand il eut fini, il lui rendit la tasse à deux mains, un geste délibéré, prudent, respectueux. Puis il la regarda de nouveau, et bien qu'aucun mot ne vint, il y avait dans son expression quelque chose d'indéniable. De la gratitude. Elle posa la tasse et croisa les bras. De rien, dit-elle. Il hocha la tête une fois, lentement. Ils restèrent assis en silence, deux étrangers, liés par la blessure et la poussière, ne sachant ni l'un ni l'autre ce qui allait suivre, mais tous deux vivants, pour l'instant. La lumière du matin était pâle et vive. Elle tranchait l'air poussiéreux comme une lame. Clara était en train d'alimenter le poêle quand elle entendit le premier son, des sabots. Pas un ou deux, plusieurs, des pas souples, délibérés. Pas le galop des hommes de Tucker. C'était une procession, un avertissement. Elle traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et regarda dehors. Ils arrivaient, tels des ombres surgissant de la terre. Plus d'une douzaine de guerriers comanches s'approchaient à cheval, silencieux comme le vent, se déployant en un large cercle autour de sa cabane. Des plumes bougeaient dans leurs cheveux, des fusils en bandoulière, des tomahawks luisant à leurs hanches. Ils ne criaient pas, ils ne dégainaient pas leurs armes, mais leur présence pesait sur le monde comme un orage sur le point d'éclater. À leur tête chevauchait un homme plus âgé que les autres, le dos droit, le visage taillé par le soleil et la guerre. Ses tresses étaient parcourues de fils d'argent. Sa poitrine était marquée de peintures estompées et de cicatrices, comme une histoire écrite sur la peau. Ses yeux étaient perçants, profonds et absolument indéchiffrables. Maha. Il n'était pas seulement un chef, il était une sentence. Le pouls de Clara martelait ses tempes. Elle attrapa le fusil près de la porte et sortit lentement, ses bottes crissant sur le sol sec. Sa robe flottait dans la brise et sa bouche était aussi sèche que la poussière. Elle garda son fusil pointé vers le bas, mais à portée de main. Le cercle de guerriers ne bougea pas, ne parla pas. Elle releva le menton. Vous êtes venu pour lui. Maha descendit de cheval avec la grâce d'un homme qui n'a jamais eu besoin de fuir. Il fit deux pas en avant, les mains vides, mais son regard était aussi tranchant qu'une lame. Nous sommes venus chercher notre sang, dit-il, sa voix basse, chargée de menaces. Clara ne recula pas. Vous arrivez trop tard si vous venez pour l'enterrer. Les yeux de Maha se plissèrent. Je l'ai trouvé se vidant de son sang dans la poussière, continua-t-elle, gardant sa voix stable. Une flèche dans la jambe, à moitié mort sous le soleil.
votre peuple l'a abandonné. Un murmure parcourut les rangs des guerriers. Maha ne dit rien. Il l'étudiait comme un faucon étudie un lapin, décidant si la proie valait la peine de plonger. Je l'ai traîné jusqu'ici, dit Clara. J'ai nettoyé sa blessure. Je lui ai donné du bouillon. Il respire encore parce que je n'ai pas écouté les hommes qui le voulaient mort. Toujours le silence. Puis, dessous la maison, un son étouffé, un faible gémissement sans équivoque. Les yeux de chaque guerrier se tournèrent vers le plancher derrière elle. Clara ne tressaillit pas. Il est vivant, dit-elle, mais pas en état de monter à cheval. Maha s'approcha. Vous le gardez comme un prisonnier. Je l'ai traité comme un homme qui serait mort sans moi. Son regard glissa vers ses mains, vers la crosse du fusil maintenant visible derrière sa hanche. Je ne l'ai pas amené ici pour l'échanger, ajouta-t-elle, ni pour en faire ma propriété. Un autre murmure traversa les guerriers, bas, incertain. Maha regarda au-delà d'elle, vers le toit, la cheminée, la fumée qui s'élevait encore, mince et régulière. Ses doigts se crispèrent, puis il se tourna pour parler dans sa propre langue. Les hommes répondirent par des hochements de tête, brefs et lents. Clara ne comprenait pas les mots, mais elle en connaissait le sens. Jugement, débat, soupçon. Elle regarda Maha reculer, puis lever le menton. Vous dites que vous l'avez sauvé, dit-il enfin. Alors veillez sur lui, jusqu'à ce qu'il parle, jusqu'à ce qu'il choisisse. Son souffle se coupa. Elle hocha la tête une fois. Il se retourna, remonta sur son cheval et fit un signe à ses hommes. Mais ils ne partirent pas. Ils descendirent de cheval et formèrent un périmètre. Ni hostiles, ni amicaux. Ils attendaient. Ils ne partiraient pas sans leur frère. Et Clara, pour la première fois, réalisa qu'elle n'abritait plus un seul homme. Elle se tenait désormais au milieu de quelque chose de bien plus grand que ses propres peurs. Les Comanches ne partirent pas. Ils n'allumèrent aucun feu de camp. Ils parlaient peu. Mais ils étaient là, silhouettes silencieuses autour de la cabane, comme des esprits attendant de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Chaque nuit, Clara verrouillait les portes, mais plus par peur. La peur avait commencé à céder la place à quelque chose de plus difficile, l'incertitude. Le deuxième matin, Maha se présenta à nouveau à sa porte. Clara sortit, fusil à ses côtés, menton haut. Son cœur battait fort, mais sa voix resta ferme. Il n'est pas prêt à partir. L'expression de Maha ne changea pas. Il est de notre sang. Nous prenons soin des nôtres. Vous l'avez laissé pour mort. Il a choisi de se battre. Il a accepté le risque. Clara déglutit. Peut-être, mais je ne l'ai pas laissé mourir. Et je ne vous laisserai pas le prendre juste pour finir ce que le désert a commencé. Le regard de Maha s'aiguisa. Vous croyez que nous tuons nos blessés? Je ne sais pas ce que vous ferez, dit-elle. C'est bien là le problème. Le silence entre eux s'étira, tendu, une épreuve de volonté. Elle pouvait voir le conflit vaciller dans les yeux de Maha. L'honneur, la méfiance, la fierté. Finalement, il eut un bref hochement de tête. Un jour de plus, dit-il. Ensuite, nous parlerons à nouveau. Il se retourna et s'éloigna, ses bottes soulevant la poussière. Clara ne laissa échapper son souffle que lorsqu'il disparut derrière les arbres. Cette nuit-là, elle apporta un bandage propre et un bol d'eau tiède à la cave. Koa était éveillée, légèrement appuyée sur un coude, sa peau pâle mais plus fiévreuse. Quand elle s'agenouilla à côté de lui,
Il ne tressaillit pas. Elle trempa le chiffon et commença à défaire le bandage de sa cuisse. La plaie semblait irritée mais plus propre. Elle guérissait lentement. Tu as une volonté tenace, marmonna-t-elle en nettoyant doucement. La voix de Koa était basse, rauque. Vous aussi. Elle cligna des yeux. Vous parlez anglais maintenant? Il hocha la tête une fois. Un peu. Bien. Je suis fatigué de parler toute seule. Il esquissa un minuscule sourire, juste au coin de la bouche. Puis son regard changea, scrutant son visage. Pourquoi? Demanda-t-il. Elle s'arrêta. Pourquoi quoi? Pourquoi me sauver? Clara se rassit sur ses talons, laissant la question s'installer entre eux. Après un moment, elle dit « Vous n'étiez pas une menace à ce moment-là, et vous étiez en train de mourir. C'était suffisant. » Koa l'étudia. « C'est aussi simple? » Non. Elle passa une main dans ses cheveux. « Mais c'est la meilleure réponse que j'ai. » Silence à nouveau. Puis, parce que quelque chose dans ses yeux lui donnait le sentiment de pouvoir le dire en toute sécurité, elle ajouta « Mon mari a été tué il y a 5 ans. Pas par des Comanches, je ne crois pas. Personne n'a jamais vraiment su. C'était une escarmouche pour du bétail. Un de ces conflits où personne n'a tort, mais où tout le monde saigne. » Koa la regarda avec douceur. « Vous pensez que je suis lui? » Elle secoua la tête. « Je ne pense plus à rien. Avant, je croyais que le monde était plus simple. Les bons et les méchants. Les vôtres et les nôtres. Maintenant, je crois qu'on ne fait qu'avancer à l'aveugle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Il resta silencieux un long moment. Puis il dit, doucement mais distinctement, « Je ne suis pas l'homme qui a tué votre mari. » Je sais. Elle ne réalisa pas qu'elle le pensait vraiment avant que les mots ne sortent de sa bouche. Leurs regards se croisèrent, non plus comme des ennemis, ni même comme des étrangers, mais comme deux personnes essayant de communiquer à travers les failles. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était assise en haut des escaliers, la trappe juste assez entr'ouverte pour écouter, elle entendit de nouveau sa voix. « Nokomi, » chuchota-t-il dans le noir, « repose en paix. » Et cette fois, elle chuchota en retour. « Paix à toi. » La poussière vint en premier, un long doigt s'élevant contre le bleu dur du ciel, s'enroulant comme de la fumée sur la crête. Clara l'aperçut juste avant midi en ramassant du bois près de sa propriété. Elle plissa les yeux, son cœur se serrant tandis que des formes commençaient à se dessiner. Des chevaux, des selles, des fusils. Tucker. Ils étaient de retour. Elle laissa tomber le petit bois et sprinta vers la cabane, sa jupe s'emmêlant dans ses genoux, ses bottes martelant la terre sèche. À l'intérieur, elle claqua la porte et décrocha le fusil du mur, le souffle déjà court. Puis elle ressortit, les mains fermes, mais l'estomac noué. Les cavaliers entrèrent dans sa cour comme une tempête, sans y être invités. Cet homme, Tucker en tête, son visage rouge luisait de sueur et de fureur, et les autres l'encadraient, fusil prêt, les yeux brillants de l'excitation d'une violence imminente. « Eh bien, que le diable m'emporte !» cria Tucker en arrêtant son cheval. « Regardez-moi cette petite reine de la frontière qui se tient droite comme si elle dirigeait le territoire. » Clara ne dit rien. Il pencha la tête en souriant. « Il est toujours là-dedans? Votre trophée de guerre? » Elle serra les dents. « Dis-moi, Clara,
ricana-t-il. Tu es devenu sa squaw? Ou tu lui tiens juste chaud en attendant qu'il vienne t'égorger dans ton sommeil? Les hommes rirent, un rire laid et méchant. Clara ne bougea pas. Faites demi-tour, Tucker. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Le sourire de Tucker disparut. Nous avons tous les droits. Là-bas, c'est la terre des Comanches. Mais ici, c'est à nous. Et on ne va pas laisser un des leurs jouer aux morts pendant que les autres sortent des fourrés. Il fit avancer son cheval de quelques pas. J'ai entendu dire que tu en abritais un, qu'il ne faisait pas que respirer, mais qu'il parlait. Clara s'avança, se plaçant bien au centre de la cour. Partez, dit-elle. Maintenant, je ne le demanderai pas une deuxième fois. Un des hommes leva son fusil. Elle bluffe. Un bruissement lui répondit depuis les arbres, derrière la cabane, à côté de la grange, dans les buissons. Un mouvement silencieux, déterminé. Les guerriers de Maha n'étaient pas partis. Ils émergèrent de la lisière des bois comme des spectres, les fusils levés mais pas pointés, observant, encerclant, attendant. Tucker se raidit. Tiens donc, ils n'ont pas fui. De courageuses petites bêtes, n'est-ce pas? La tension dans l'air devint électrique. La voix de Clara la trancha net. Je ne laisserai pas le sang couler sur ma terre, à moins de ne pas avoir le choix. Tucker tourna son regard furieux vers elle. Tu as vraiment choisi ton camp, pas vrai? Je n'ai pas choisi de camp, répliqua-t-elle. J'ai choisi de sauver une vie. Vous êtes venu pour tuer. Il eut un rire amer. Tu parles comme ma femme avant qu'elle ne s'enfuit avec un prédicateur. Maha sortit de derrière la cabane, marchant lentement mais sans crainte. Ses guerriers se déployèrent davantage. Personne ne parlait. Ce n'était pas nécessaire. La main de Tucker glissa vers son holster. Le fusil de Clara se leva avant qu'il n'ait pu dégainer. Sa voix claqua comme un fouet. Osez, je vous mets au défi. Tucker la fixa. Le vent se leva. Un volet mal fixé battait contre le mur de la cabane, comme un battement de cœur. Tu me vises avec ça, Clara, dit-il, la voix plus basse. Je vise l'homme qui décidera de me faire creuser une autre tombe dans cette terre aride. Ils restèrent ainsi un long et douloureux instant. Derrière elle, Koa apparut dans l'encadrement de la porte, pâle, boitillant, mais debout. Il ne dit rien, mais sa vue seule envoya un frisson dans les rangs de Tucker. Ce n'était pas un fantôme, ni un cadavre. C'était un homme qui refusait de mourir. Tucker cracha dans la poussière. Ce n'est pas fini. Non, dit Clara. Mais peut-être que ça n'aurait jamais dû commencer. Il fit tourner son cheval, hargneux. Un jour, ma fille, tu regretteras de ne pas l'avoir laissé se vider de son sang. Le groupe s'éloigna dans un tourbillon de sabots et de poussière. Quand l'air s'éclaircit, Clara abaissa lentement son fusil. Maka s'approcha, le regard indéchiffrable. Tu te battes pour lui? Dit-il. Elle se tourna pour regarder Koa, qui se tenait derrière elle, s'appuyant au chambranle. Je me bats pour la paix, dit-elle. Mais si pour la préserver, je dois me tenir entre les deux camps, un fusil à la main, alors soit. Maka eut un léger hochement de tête. Ce n'était ni de l'approbation, ni un éloge. C'était une forme de reconnaissance. Clara était devenue autre chose, pas seulement une colonne, pas seulement une femme. Elle était une frontière, une ligne que personne n'oserait franchir à la légère. Tout commença par un son sec, comme un os qui se brise. Net, soudain, final. Un coup de feu déchira le silence,
son écho se répercutant sur les rochers comme le tonnerre. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Le monde retint son souffle. Puis le chaos le fit voler en éclats. La fumée jaillit du canon du fusil d'un colon, et la balle frappa le sol à quelques centimètres des pieds de Maaka. Les guerriers répliquèrent sans hésitation. Ils se déplaçaient comme le vent et le feu, se dispersant à travers les broussailles avec une coordination terrifiante. Les fusils aboyèrent, les chevaux se cabrèrent. L'air s'emplit de cris, de détonations et du sifflement du vent chargé de poussière. Clara n'eut pas le temps de réfléchir. Elle tomba à genoux derrière le tas de bois près de la cabane, chargea son fusil de ses mains tremblantes et le serra contre son épaule. Le fracas des tirs autour d'elle était assourdissant, mais elle entendait encore les voix, des hommes criant son nom, la traitant de traîtresse, exigeant sa reddition. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. Elle aperçut Koa près de la porte, agrippé au mur pour garder l'équilibre. Il était encore faible, ménageant sa jambe blessée, mais ses yeux étaient vifs et alertes. Le sang l'avait ramené à la vie. Clara releva la tête et tira. Un colon se baissa trop tard. Son chapeau vola lorsque la balle en déchira le bord. Elle se baissa à son tour tandis qu'une riposte sifflait au-dessus d'elle, mordant le bois et projetant des éclats sur son visage. Elle essuya sa joue du dos de sa main, étalant un mélange de poussière et de sang. À sa gauche, Maaka menait une charge de flanc, dirigeant les guerriers par des signes de la main, sa voix basse et pressante. Les Comanches se mouvaient comme un seul homme, se faufilant d'un abri à l'autre, fusil levé, sans peur. Clara ne parlait pas leur langue, mais ce n'était pas nécessaire. Leur combat était un langage à part entière. Puis un cri soudain retentit, aigu, tout proche. Clara se tourna juste à temps pour voir un colon sortir des arbres, le fusil pointé sur le flanc exposé de Koa. Elle se releva d'un bond, le cœur battant à tout rompre, et tira sans viser. La balle percuta l'épaule de l'homme. Il pivota, lâchant son arme en tombant lourdement au sol. Clara resta figée, la fumée s'enroulant autour du canon de son fusil. Sa respiration était saccadée. Ses mains tremblaient. Koa la dévisagea, sans peur, sans colère, mais avec quelque chose de plus profond, de la reconnaissance. Elle avait fait couler le sang pour le défendre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Un autre coup de feu claqua, plus près cette fois. Clara esquiva, une douleur fulgurante lui traversant le haut du bras. Une éraflure, pas profonde, mais suffisante pour la faire basculer sur le côté, dans la poussière. Avant qu'elle ne puisse se relever, une ombre se déplaça rapidement à côté d'elle. Koa. Il rampa vers elle, traînant sa jambe blessée, un bras soutenant son corps, l'autre tendu vers son fusil. Sa poitrine se soulevait, la sueur et le sang tachant le tissu de sa chemise, mais ses yeux ne la quittaient pas. Elle lui tendit l'arme. Ensemble, ils se pressèrent contre le mur de la cabane. Il chargea, visa et tira, d'un geste assuré, expert. Le fusil recula entre ses mains. Clara le regardait faire, regardait la douleur crisper son visage, et le feu dans ses yeux refusait de faiblir. Ce n'était pas un ennemi, pas un mythe, juste un homme qui se battait pour respirer, pour survivre, pour elle. Les tirs redoublèrent d'intensité,
alors que les colons lançaient un nouvel assaut. Un autre guerrier poussa un cri et tomba derrière la clôture. Un cheval s'emballa, sans cavalier. Clara rechargea, les dents serrées, et tira de nouveau. Ils combattaient côte à côte, deux contre plusieurs, sans jamais reculer. Finalement, le vent tourna. Les colons faiblirent. L'un d'eux laissa tomber son fusil et s'enfuit. Un autre jura et tira son camarade blessé hors de la mêlée. Tucker, saignant de l'épaule, hurla quelque chose d'incohérent et disparut dans les arbres. Et tout aussi soudainement, ce fut fini. La fumée flottait dans l'air, chaude et amère. La poussière retomba. Le silence s'installa. Clara était assise dans la terre, haletante. Le sang perlait de son bras. Sa robe était déchirée, son visage strié de sueur et de suie. Koa s'affaissa à côté d'elle, sa poitrine se soulevant par courtes inspirations. Mais il était en vie. Elle le regarda. Il la regarda en retour. Aucun mot ne fut échangé. Nul n'était besoin de mots. Elle avait franchi une ligne aujourd'hui, non par accident, non par les circonstances, mais par choix. La poudre sur les mains et le feu au cœur, elle avait revendiqué sa place, non pas avec un peuple ou l'autre, mais avec la vérité que personne ne la possédait. Koa tendit la main vers elle, un geste lent, hésitant. Elle ne tressaillit pas. Leurs doigts se rencontrèrent, mêlés de sang et de poussière, et se serrèrent. Le champ de bataille était maintenant silencieux. La fumée dérivait en fins rubans à travers la cour ensoleillée, s'enroulant autour des clôtures brisées et du bois roussi du porche de Clara. Des douilles vides brillaient dans la poussière. Le vent portait l'odeur âcre de la poudre et du sang. Tucker et ses hommes étaient partis, du moins ceux qui pouvaient encore monter à cheval. Les autres avaient rampé ou avaient été emportés, laissant derrière eux un orgueil blessé et des balles perdues. Personne n'avait le cœur à un second round. Clara était affalée sous le peuplier près du puits, les jambes étendues, son bras enveloppé dans une bande de son propre jupon déchiré. Le sang suintait à travers le tissu, mais la douleur était maintenant sourde, lointaine. Sa poitrine se soulevait encore à chaque respiration. Elle avait survécu, mais ne se sentait pas victorieuse. Maaka s'approcha lentement, ses bottes crissant sur la terre craquelée. Il se tint au-dessus d'elle, projetant une longue ombre dans la lumière mourante. Son expression était illisible. « Tu te bats comme une Comanche, » dit-il. Clara laissa échapper un rire tremblant. « Je ne sais plus comment je me batte. » Maaka s'accroupit, ses yeux vifs mais sans cruauté. « Tu sais ce qui va suivre. » Elle croisa son regard. « Plus d'hommes, plus de fusils. » Il hocha la tête. « Ton peuple ne pardonnera pas cela, ni bientôt, ni jamais. Je n'ai jamais demandé leur pardon. » Maaka pencha la tête. « Ils te traiteront de traîtresse, de paria. »« On m'a déjà traité de pire, » dit-elle, « par des hommes bien meilleurs. » Les lèvres de Maaka s'étirèrent aux commissures, presque un sourire. Puis il se redressa de toute sa hauteur, regardant au-delà d'elle, vers la lisière des bois où les guerriers attendaient, se préparant déjà à repartir, toujours prêts à disparaître dans cette terre qui ne les avait jamais trahis. Koa arriva par derrière, en boitillant, mais avec plus de force à chaque pas qu'auparavant. Il portait le fusil de Clara en bandoulière. Sa chemise était déchirée, la terre et le sang séchaient sur sa peau. Pourtant, dans ses yeux, il y avait quelque chose d'intact. Il s'agenouilla à côté d'elle, lentement, délibérément, et puis, sans un mot, il prit sa main. Son contact était précautionneux, respectueux. Ses doigts,
calleux et rudes, se refermèrent sur les siens avec une douceur qui la désarma. Clara déglutit difficilement. Personne ne sort indemne d'un incendie, dit-il. Sa voix était douce, basse. Personne n'en survit entier. Elle ne parla pas. Mais tu as vécu, continua-t-il, et tu m'as maintenu en vie. Ils restèrent ainsi un instant, les mains jointes, la tête inclinée non pas en signe de défaite, mais de compréhension. Maaka s'avança de nouveau, les bras croisés. Tu n'as plus de foyer maintenant, Clara Maki, dit-il. Elle leva les yeux vers lui, fatiguée mais calme. Peut-être que je n'en ai jamais eu. Il l'étudia un long moment. Puis sa voix se fit plus grave, lourde de sens. Viens avec nous. Elle cligna des yeux. Quoi? Il désigna les arbres d'un signe de tête. Quitte cet endroit, ton peuple, leur guerre. Viens vers l'ouest. Vis là où la loi ne suit pas, et où le sang a encore un sens. Ce n'était ni une menace, ni de la pitié. C'était une invitation, une porte de sortie, une sortie ou un nouveau départ. Elle regarda Koa, qui tenait toujours sa main. Il ne la supplia pas, il ne demanda rien, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de stable, de vrai, un vœu qui n'avait pas besoin de mots. Elle pensa à la maison derrière elle, éclatée, brûlée, vide, à la tombe qu'elle avait déjà creusée, à cette douleur sourde dans sa poitrine qui portait le nom de solitude depuis trop longtemps. Elle se releva lentement, s'agrippant au bras de Koa pour trouver l'équilibre. D'accord, dit-elle. Pas de cérémonie, pas de conditions, juste la vérité. Ils partiraient ensemble, non plus comme un prisonnier et sa sauveuse, non plus comme une colonne et un guerrier, mais comme deux êtres qui s'étaient gagnés l'un l'autre à travers le feu et qui tenaient encore debout. Le matin était pâle et doré quand Clara se hissa en selle une dernière fois. La cabane se tenait derrière elle, balafrée, tachée de suie, ses fenêtres sombres et vides. L'endroit qui avait été tout son univers semblait maintenant petit, creux, comme une peau dont on se serait débarrassé. Elle ne se retourna pas vraiment. Son regard passa sur la ligne du toit, le porche abîmé, l'arbre où la corde de la balançoire pourrissait depuis longtemps. Puis elle tourna son visage vers l'avant. Koa chevauchait à ses côtés. Ses jambes étaient encore pansées, mais plus fortes maintenant, son dos droit, ses yeux fixés sur l'horizon. Aucun d'eux ne parlait. Ce n'était pas la peine. L'air entre eux était plein de tout ce qui avait été dit par les coups de feu et les silences, et par la poigne d'une main, au moment où le monde menaçait de s'effondrer. Les guerriers comanches se déplaçaient en formation lâche, se glissant à travers les canyons bas et les broussailles comme le vent sur la roche. Ils ne chevauchaient pas vite. Ce n'était pas une retraite. C'était un retour. Clara suivait, la poussière s'élevant en douce spirale sous les sabots de son cheval. Ses mains étaient à vif à force de tenir les rênes, ses muscles endoloris par des jours de combat et des nuits sans sommeil, mais il n'y avait aucune lourdeur en elle. Seulement la douleur pure de l'effort, du choix. Le paysage changeait à mesure qu'ils avançaient. Les plaines plates laissèrent place à des collines accidentées, puis à des sentiers sinueux sous d'épaisses forêts de pins et des tours de grès. Plus ils s'éloignaient, plus le monde devenait silencieux. Plus de coups de feu, plus d'accusations. Juste le vent et le bruit des sabots, et le cri occasionnel d'un faucon tournoyant très haut dans le ciel.
Au crépuscule, ils atteignirent un ravin étroit flanqué de pierres et de silence. Les guerriers mirent pied à terre, se déplaçant avec le calme d'hommes qui savaient qu'ils ne seraient pas suivis ici. Un feu fut allumé, pas très grand, juste assez pour se réchauffer. Le groupe s'assit en un cercle lâche, mangeant en silence. Clara resta légèrement à l'écart, regardant les flammes danser, ses pensées lentes et tranquilles. Après le repas, Koa s'approcha, s'accroupissant à côté d'elle. Il tenait quelque chose dans sa paume, un petit collier fait d'os polis, de pierres rouges et de tendons tressés serrés. Il ne parla pas, il n'en avait pas besoin. Elle le fixa un instant, le souffle coupé. Ce n'était pas une bague, ni un vœu gravé dans la pierre ou scellé dans une église, mais cela signifiait bien plus. C'était le genre de promesse qui ne se forge que dans la survie, dans le sang et la poussière, dans une protection silencieuse, dans une confiance gagnée sans avoir été demandée. Il se pencha et le noua doucement autour de son cou. Son contact était doux, respectueux. Elle posa sa main sur le pendentif, puis sur la sienne. Leurs regards se croisèrent. Ce fut tout. Pas de baiser, pas de fanfare, juste le rythme régulier de quelque chose de vrai. Plus tard cette nuit-là, elle était allongée, enveloppée dans une couverture sous un ciel si plein d'étoiles qu'elle ressemblait à des éclats de glace. À côté d'elle, Koa dormait à moitié, appuyée sur un coude, regardant le feu s'éteindre. Et Clara sut qu'elle ne fuyait plus, ni son deuil, ni son passé, ni les visages qui la traiteraient de traîtresse. Elle avait choisi ceci. Elle l'avait choisi, lui. Ils n'avaient pas survécu pour retourner à ce qui était. Ils avaient survécu pour construire ce qui pourrait être. Et ici, dans le silence entre les étoiles, dans cette nature sauvage où les noms n'avaient plus d'importance, c'était suffisant, plus que suffisant. C'était de l'amour, et il n'avait besoin d'aucune permission. Ici, la survie se gagne. L'amour n'est pas une promesse, et la paix est un choix qui se fait pas après pas. Clara n'est pas retournée dans le monde qui l'avait trahie. Elle a chevauché vers un avenir qui se moquait d'où elle venait, mais seulement de qui elle choisissait de devenir. Et Koa, il n'a pas eu besoin de dire son amour. Il l'a montré en silence, par sa loyauté, à la lueur du feu et à travers un simple os. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si vous croyez que l'amour peut naître même de la poussière et du danger, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Histoire d'amour du Far West pour plus de récits de regards interdits, de cœurs farouches et de ces romances qui ne demandent pas la permission. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire où les balles manquent leur cible, mais pas les cœurs. Histoire d'amour du Far West, où l'amour est sauvage et vaut tous les risques.